nous avons vu que les données sont représentées en binaire. Des nombres sont utilisés évidemment pour faire des calculs et il faut qu'on les présente aussi en binaire. Nous avons vu que les entiers sont représentés avec la convention complément 2. Avec cette convention, en complément 2, on peut faire les opérations de soustraction de la même manière que addition. Ça suffit seulement de changer le signe de l'opérande numéro 2 pour faire cette opération. Donc, pas de microarchitecture dédiée aux additions signées. L'unité centrale de traitement comme conséquence est plus simple et moins cher. Lorsqu'on fait le calcul avec la convention complément 2, les retenues générées, on les ignore tant qu'il n'y a pas de débordement, le résultat va être correct. On va regarder l'exemple. Supposons que nous considérons la représentation en 8 bits signée et on va faire le calcul. Donc, on peut exprimer la soustraction par l'expression suivante, c'est 20 plus moins 10. Et mais de point de vue mathématique, il faut mettre moins 10 dans les parenthèses. Dans les langages de programmation, quand même, on peut omettre ces parenthèses. Parce que vous savez déjà que dans les langages de programmation de haut niveau, tous les opérateurs possèdent certains ordres de préséance et certains opérateurs sont évalués avant et par la suite les autres moins comme possédant le niveau moins important. Les opérateurs binaires plus et moins possèdent la même, sont de même d'ordre de présence, mais l'opérateur unaire plus et moins sont plus prioritaires que les opérateurs binaires plus et moins. Ici, moins 10, donc c'est un opérateur unaire et plus, c'est un opérateur binaire. Donc, comme conséquence, dans les langages de programmation, on va d'abord évaluer l'expression moins 10 et par la suite, on va faire l'addition. À l'interne, la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme les nombres en représentation complément à 2 sur 8 bits. Présentement, on considère la représentation. Vous savez déjà que dans les vraies machines, on utilise plus de bits, mais pour l'exemple, on va plutôt utiliser pour illustrer les concepts le nombre de bits moins important pour la représentation. La valeur positive 20 sur 8 bits en complément à 2 est représentée par la chaîne binaire exprimée sur 8 bits. Ça veut dire qu'on convertit 20 en binaire et on ajoute les zéros pour compléter tous les bits. Ce qui va nous donner la chaîne 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Moins 10, c'est ça, c'est, je vous rappelle de quelle façon on convertit. Donc, d'abord, on va encoder la valeur absolue 10 en binaire. Donc, ça nous donne 1, 0, 1, 0. Ça, c'est la représentation binaire. Par la suite, on doit écrire la valeur absolue du nombre négatif représenté sur le nombre de bits utilisé pour la représentation. On utilise 8 bits, ça veut dire qu'on doit former la chaîne en complétant avec les zéros les autres bits. Et maintenant, on applique complément 1 à cette valeur absolue, à cette chaîne. On inverse les bits 0 à 1. Et il faut additionner 1 au résultat, ce qui va nous donner la représentation présentée.
Ça va être 1, 1, 1, 1, 0. Et ici, c'est ça, c'est 1, 1, 0. C'est ce que vous voyez sur l'exemple. Par la suite, toujours, on fait addition binaire. Donc, 0 plus 0, ça nous donne 0. 0 plus 1, ça nous donne 1. 2, 1, nous donne 2. Ça veut dire que dans cette position, on écrit 0 et la retenue qui est propagée vers la position suivante. 0 plus 1, ça nous donne 1. Encore 1 plus 1, ça nous donne 0. La retenue est propagée. 1 plus 1, ça nous donne 0 retenue. 0 plus 1, ça nous donne 1 plus 1, ça nous donne 0 et retenue. 1 plus 1, ça nous donne 0. Et comme vous voyez ici, il y a la retenue qui est générée au-delà du nombre de chiffres utilisés par la représentation. Ce bit, normalement, dans les microarchitectures, est sauvegardé porte le nom carry, mais dans le calcul en complément 2, cette information est simplement ignorée et ça, c'est le résultat qu'on reçoit. Et comme vous pouvez voir que cette chaîne, si on convertit en base 10, nous donne le résultat correct, plus 10. Donc, moins 20 plus moins 10, ça nous donne 10. Et il n'y a pas de débordement. Maintenant, on va faire avec vous les deux autres exercices. Moins 6 plus moins 7. Moins 6, c'est encore une fois 6. La valeur absolue doit être convertie en base 2. Ça va nous donner la valeur 1, 1, 0. Par la suite, on réécrit cette chaîne sur 8 bits en ajoutant les zéros. Et maintenant, pour former la valeur moins 6, on applique le complément 1. On flippe les bits. Et on addition 1 avec 1. Ce qui nous donne la représentation de la valeur moins 6. Ça va être 1, 0, 1, 0. Donc, on va écrire le premier opérande. Maintenant, la valeur moins 7. Moins 7, ça, c'est la représentation binaire. Par la suite, c'est ça, c'est on flippe. Encore une fois, vous pouvez quand même. Donc, si on passe par le chemin long, on va regarder, c'est moins 7. Ça va nous donner la chaîne en complément à 1. Ça va être 1, 0, 0, 0. Et si on a addition 1, ce qui va nous donner la chaîne 1, 2, 3, 4, 1, 0, 0, 1. Si vous voyez moins 6 et moins 7 dans la représentation complément à 2, 6 est dans la partie la moins significative. Nous avons ici la valeur 10 qu'on trouve, mais pour moins 7, c'est une unité de moins, c'est 9. Donc, on a pu comme déduire ça, mais maintenant, mais on a passé par le chemin un petit peu plus long, mais sûr. Et maintenant, on fait le calcul. Ça va nous donner 1 ici, 0. Par la suite, ici, 0 et la retenue. Par la suite, 1 plus 1, ça nous donne 2, plus 1,
Ça veut dire que ça va nous donner 1 ici et la retenue qui est propagée. 1 plus 1, ça nous donne retenue et plus 1, ça nous donne 1 dans cette position. 1 plus 1, encore 2, ça nous donne la retenue. Plus 0 plus 1, ça nous donne 1. Et finalement, ici, c'est la même chose. Ça nous donne retenue et 1 dans la position. Donc, comme on peut constater, le résultat est la valeur négative. On regarde sur le bit le plus significatif. Et pour savoir c'est quoi le résultat, donc dans ce cas, il faut, pour rechercher la valeur absolue du résultat, il faut encore faire le complément 1 plus 1. Donc, on passe au complément de la valeur résultat et en addition 1, ce qui va nous donner la valeur absolue du nombre négatif résultat. Donc, ce qui nous donne moins 13. Encore une fois, pas de débordement, tout est beau. Il se peut qu'on ait le débordement. Quand le débordement arrive, on sait que tout l'intervalle de nombres binaires est utilisé pour encoder des nombres signés. Moitié de l'intervalle est encodé pour représenter des valeurs positives. Moitié de l'intervalle est utilisé pour représenter des valeurs négatives. Lorsque on fait le calcul, par exemple, le nombre positif plus nombre positif, il se peut qu'on sort de l'intervalle des nombres représentables. Ça veut dire que dans ce cas, le résultat qu'on va recevoir va être interprété par la machine comme la valeur négative. Et c'est ça, c'est le signe de débordement. Lorsqu'on fait le calcul sur les opérandes du même signe et le résultat est du signe opposé, on détecte, on dit, ah voilà, le résultat ne peut pas être représenté sur le nombre de bits utilisés pour la représentation, c'est le débordement, le résultat n'est pas correct. C'est la même chose ici, moins, on pourrait tomber dans l'intervalle qui encode des nombres positifs. Jamais de débordement lorsque on fait le calcul avec les deux opérandes du même signe, deux signes différents, parce qu'on va toujours rester dans l'intervalle des nombres représentables. Le deuxième exercice, vous allez faire vous-même. Donc, on est un petit peu en retard. C'est pour ça qu'on avance dans la matière. Il existe d'autres représentations signées. La représentation complément 1, donc dans cette représentation, c'est plutôt, on fait complément 1 pour représenter des nombres négatifs. On cherche le complément, mais cette représentation possède deux représentations 0. Et comme conséquence, lorsqu'on fait le calcul et lorsqu'on reçoit carry, le bit, la retenue qui est générée au-delà du nombre de bits représentés, utilisés pour la représentation, dans ce cas, pour correctement faire le calcul, il faudra ajouter ce carry au résultat. Cette convention est désuète, n'est plus utilisée, mais quand même, ça existait. La deuxième, c'est aussi une représentation ancienne. À l'époque, on a représenté les nombres signés en utilisant un bit explicitement du signe. Donc, un bit pour le signe a été utilisé, les autres bits ont été utilisés pour la valeur absolue. Encore une fois, deux représentations de 0. En plus, pour faire les calculs addition et soustraction, ça nécessitait les deux circuits complètement différents, c'est les algorithmes différents qui auraient dû être utilisés. Encore une fois, cette convention n'est plus utilisée. Et on verra avec vous la représentation des flottantes plus tard. À la fin de notre cours,
dans la représentation flottante, on a besoin d'encoder avec les symboles 0 et 1 plusieurs éléments. Et c'est pour cette raison, cet encodage est beaucoup plus complexe. Ce complément en deux, ça nécessite les circuits, beaucoup de matériel et ça prend beaucoup de temps. Donc, faites attention lorsque vous déclarez vos variables. Il faut bien estimer ce que vous avez besoin parce que c'est ça, c'est les calculs sur les flottants coûtent beaucoup, beaucoup plus cher au niveau de temps processeur. Et sur les entiers, c'est vraiment extrêmement rapide, la manipulation. Autre représentation signée, c'est binaire décalé. Donc, ici, c'est bêtement, on utilise une constante qu'on addition pour encoder des nombres négatifs pour toujours les encoder par une valeur positive. Pour décoder, on soustrait cette constante. C'est encore, cette méthode est utilisée pour encoder des exposants dans la représentation flottante. C'est quand même simple, mais c'est ça, mais ça permet pas d'effectuer des opérations arithmétiques directement, ça les rend compliqués. On verra ça avec la représentation des flottantes. Et maintenant, on commence les instructions arithmétiques, c'est RISC-V. Donc, on va apprendre quelles instructions élémentaires dans le jeu d'instructions RISC-V existent pour faire des calculs. Je vous rappelle que le jeu d'instructions, l'architecture est RISC-V, 64i, ça c'est pour les entiers. Donc, le jeu d'instructions qui manipule des nombres entiers. 64 spécifie l'architecture de 64 bits et possède 32 registres. Ces registres sont adressés de 0 jusqu'au 31. Donc, on utilise pour spécifier les adresses X0, X31, 64 bits chacun, parce qu'on travaille dans l'architecture 64. Il existe la version RISC-V 32i. X0, c'est un registre spécial qui toujours contient la valeur 0. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur. Les registres possèdent des noms symboliques lorsqu'on utilise le langage d'assemblage, qui est la forme textuelle du langage machine. On utilise certains mots et aussi on utilise pour les registres les noms symboliques. Par la suite, lorsqu'on transforme le code en langage d'assemblage en code machine, on remplace ces mots par certaines chaînes binaires et on remplace aussi le nom symbolique par les adresses encodées en binaire. Donc, un registre, par exemple, les 0 possède adresse 0 et dans le code machine, on va spécifier dans les champs qui encodent les registres son adresse 0. Les noms d'IBI, c'est Application Binary Interface. Ça, c'est les règles de quelle façon on doit définir tous les éléments en langage d'assemblage. On verra avec vous les noms de ce registre dans quelques diapositives. Comme j'ai déjà dit, en langage d'assemblage, on utilise les mnémoniques, les noms très courts, représentant les éléments de l'instruction, remplaçant certains comme encodage binaire pour rendre notre code plus compréhensible. Chaque instruction élémentaire manipule des opérandes et les opérandes peuvent être soit les contenus de registre, soit les constantes immédiates.
où les opérandes peuvent être stockées en mémoire. Dans ce cas, dans l'instruction, on va spécifier les adresses mémoire pour manipuler les opérandes. Pour manipuler les opérandes qui sont stockées dans les registres, on va spécifier les registres. Et pour les constantes, on va spécifier ces constantes directement et ces constantes seront encodées en binaire directement dans le code machine. Dans l'architecture RISC-V, nous avons trois types. Ah non, c'est pas trois types. Il existe comme les instructions sont de différents types. Aujourd'hui, on va voir le type R et type immédiat. Qu'est-ce que signifie type? Le terme type ou format, ça c'est la manière de quelle façon on spécifie les champs binaires dans le code machine pour encoder l'information sur opération et l'information où se trouvent les opérandes. Donc, lorsque on sauvegarde les opérandes dans le registre, les opérations sont de type R, où dans le code machine, on doit spécifier l'adresse d'un registre résultat, destination, spécifier les adresses de deux registres opérandes source. Le type I immédiate permet de traduire les instructions par exemple, de haut niveau comme x égale x plus 5. Donc, la variable x peut être stockée en mémoire. Dans ce cas, le nom x symbolique va être associé à une adresse mémoire. Ou x, comme compilateur, peut assigner à x un registre. Dans ce cas, x va être stocké dans un registre. Et en fonction de où notre x est stocké, on va utiliser les opérations qui utilisent comme opérand de source registre ou adresse mémoire. Par contre, constante 5, ça va être très cher de placer cette constante soit en mémoire, soit dans un registre, et c'est plutôt, on encode directement dans le code machine cette constante. Et pour ce genre de calcul, on utilise les instructions de type I immédiate, où dans notre instruction, il y a le champ binaire qui est dédié pour encoder les constantes qui sont utilisées dans les expressions. Donc, dans le type I immédiate, on encode l'adresse d'un registre résultat de destination, un registre d'opérande et aussi une valeur numérique immédiate. Ici, comme vous voyez, pour le type I, c'est supposé que X va être préservé dans un registre. L'architecture RISC-V, c'est une architecture load store, c'est-à-dire qu'il y a seulement deux instructions qui communiquent avec la mémoire, c'est load et store. Et ces instructions permettent de chercher un opérande à partir de la mémoire et de charger cette opérande dans un registre et faire l'opération vers opérande registre et sauvegarder en mémoire. C'est pour cette raison ici, dans l'architecture X, dans l'architecture RISC-V, X va être toujours placé par le compilateur dans le registre, dans un registre pour ce type d'opération. Les autres formats, on verra plus tard avec vous. Donc, pour l'instant, type R ou format R et type I, les deux. Maintenant, on va regarder quelles sont les instructions pour exprimer le calcul élémentaire. On commence avec addition. Pour additionner les opérandes qui sont stockées dans les registres, ça c'est l'instruction de type R.
Donc, on spécifie, comme vous voyez, la mnémonique add, additionner. Les registres sources sont spécifiés après le registre de destination du résultat. Donc, le contenu du registre RS1 est additionné avec le contenu du deuxième registre et le résultat est placé dans le registre RD. La version avec une constante add immédiate. Donc, on ajoute i à la mnémonique add. Donc, ici, registre RS1 contient le premier opérande. Immédiate constante spécifie le deuxième opérande et le résultat est chargé dans le registre RD. Le champ immédiate, ça c'est le type I. Pour l'encodage des constantes, pour l'opération aide immédiate, on utilise le champ binaire composé de 12 bits. Bien sûr qu'avec 12 bits, on ne peut pas exprimer tous les nombres entiers. Donc, comme conséquence, il y a la limite qu'on peut exprimer comme constante. Et avec ce champ, on peut exprimer les valeurs de moins 2 exposantes 11 jusqu'à 2 exposants 11 moins 1. Si on convertit ça, si on calcule ces valeurs, ça va nous donner de moins 2048 à 2047. Pour les constantes qui sont plus grandes, on verra avec vous c'est quelle méthode doit être utilisée. C'est normalement, on combine quelques instructions RISC-V pour former une constante, par exemple, qui est exprimée sur 32 bits. Vous savez que, par exemple, en langage de programmation Java, les entiers signés sont exprimés sur 32 bits. Et bien sûr qu'il faut absolument de supporter les opérations des langages de haut niveau parce que les langages de haut niveau sont traduits en langage d'assemblage et il faut avoir tout ce qu'il faut pour correctement faire cette opération. L'opération subtract, est de type R. Donc ici, comme vous voyez, on spécifie les 2 opérandes sources. Le contenu, donc, on range dans le registre RD la différence des registres RS1 et RS2. Il n'y a pas d'instruction SAB immédiate parce que c'est inutile. On peut utiliser l'opération add immédiate et plutôt de faire addition avec le deuxième opérande négatif, ce qui revient à l'opération SAB immédiate. Dans le jeu d'instructions RISC-V, nous avons les instructions dites de base. Ce sont les instructions qui sont physiquement implémentées par les circuits. Instructions un petit peu plus complexes, on choisit non d'implémenter ces instructions directement en microarchitecture, mais plutôt de fournir une solution dite logicielle. Ça veut dire que de les traduire par une ou plusieurs instructions de base. Et ces instructions portent le nom pseudo-instruction. Donc, une pseudo-instruction, c'est une instruction assembleur et c'est une forme particulière d'instruction machine existante. C'est l'outil assembleur qui traduit code en langage d'assemblage vers le code machine. C'est lui qui fait la traduction de pseudo-instructions en un ensemble d'instructions de base. Ça facilite notre travail. L'exemple de la pseudo-instruction utile, c'est load immédiate qui prend comme 2 opérandes, RD immédiate. Ça, c'est la première forme. Cette instruction, cette pseudo-instruction charge une constante
qui est spécifié par la valeur immédiate dans le registre RD. En fait, cette pseudo-instruction est traduite par l'outil assembleur en instruction AD immédiate, RD, X0 immédiate. On sait que X0 contient toujours la valeur 0. Donc, 0 plus immédiate, ça nous donne immédiate et on charge euh, euh, ça dans le registre RD. Donc, encore une fois, cette instruction peut prendre plusieurs formes différentes en fonction de la taille de la constante. Ça veut dire que si notre constante spécifiée dans cette pseudo-instruction ne dépasse pas dans la représentation binaire 12 bits, dans ce cas, outil assembleur va remplacer load immédiate par cette instruction de base. Lorsque immédiate va dépasser dans sa représentation 12 bits, dans ce cas, on va utiliser, l'outil assembleur va exprimer cette pseudo-instruction par les autres instructions de base pour assurer que n'importe quelle taille possède immédiate. C'est la traduction que ça se passe correctement. Oui. Si on sait que notre instrument peut être représenté sur 12 bits, est-ce qu'il y a un avantage d'utiliser cette instruction par rapport à ce qui n'a pas de meilleur terme? Je vous suggère de ne pas compliquer votre vie. Toujours écrivez, utilisez les pseudo-instructions et l'outil va transformer correctement, va remplacer votre load immédiate par l'ensemble d'instructions nécessaires. Ça va rendre votre vie beaucoup plus facile, mais il faut quand même comprendre que cette instruction n'est pas implémentée physiquement, c'est une pseudo-instruction. Le premier exercice qu'on va écrire, on va écrire le code, on va faire le calcul. Registre 1 égale 837 plus 1000, mais en tout cas. S'il vous plaît, ouvrez le logiciel RARS. C'est dans le simulateur qu'on va taper les programmes. Et maintenant, on va commencer à faire la programmation. Si vous avez déjà installé, c'est bien. Si vous n'avez pas l'accès au simulateur, dans ce cas, vous pouvez écrire sur papier les instructions. Je vais comme... Sur ma machine, j'ai installé le simulateur RARS et je vous explique un petit peu la structure de ce simulateur qu'on utilisera pour écrire nos programmes. Ça, c'est l'environnement de développement intégré. L'éditeur de code est inclus, ainsi que le simulateur. La fenêtre ici à gauche, c'est notre éditeur de code où on va taper le code source. Comme vous voyez, par défaut, comme on ouvre un nouveau fichier,
L'extension, c'est point ASM, mais normalement, risque 5, 64i, les programmes portent le nom point S. Extension, c'est pour le vrai risque 5. Ici, lorsque vous sauvegardez, vous allez sauvegarder vos fichiers. Par la suite, vous devez modifier le nom qui est assigné au fichier par défaut pour former le nom significatif. Nous avons en bas, comme vous voyez, la sous-fenêtre qui nous montre la fenêtre de communication avec les dispositifs d'entrée-sortie. Les messages, ça c'est les messages de traduction. Comme vous voyez, assemble, ça c'est la procédure de traduction au code en langage d'assemblage, code machine. Si tout ça se passe bien, on a le message correspondant. Sinon, les erreurs seront indiquées dans cette fenêtre. Nous avons à droite l'ensemble des registres risque 5. Ça, c'est notre processeur, c'est comment notre simulateur fonctionne. Notre simulateur nous offre la possibilité d'observer les registres qui représentent l'état de notre processeur. Vous voyez 32 registres. Et ici, ce qu'on voit, c'est les noms symboliques pour ces registres. RA, SP, GP, TP, P0, etc. Donc, on verra avec vous ces noms. Pour l'instant, on va utiliser plutôt les adresses. On peut écrire en langage d'assemblage le code soit en utilisant les noms symboliques ou on peut directement utiliser X1, donc les adresses de registre. Donc, j'ai copié ici le code. Les commentaires en risque 5 peuvent être marqués avec le symbole carré. Je vais un petit peu. Settings editor. Oops. Est-ce que c'est mieux? Mais c'est quand même la lumière. Ah, voilà, c'est mieux. Donc, maintenant, on peut, c'est normalement, le code source doit être aussi comme présenté pour qu'on puisse lire facilement le code. Et on place le code en colonne. La première colonne est utilisée pour le champ étiquette. Si on veut nommer les adresses pour certaines instructions, donc on utilise la première colonne. Par la suite, deuxième colonne est utilisée pour les mnémoniques. Troisième colonne pour spécifier les opérandes. Quatrième colonne pour mettre les commentaires détaillés. Et je vais plutôt comme sauter la première colonne. Donc, pour faire le calcul, on va d'abord
charger la première constante 837 dans le registre X1. On peut utiliser la pseudo-instruction load immédiate et on va mettre, comme vous voyez ici dans l'éditeur de code, vous avez l'aide sur la syntaxe. Ça vous donne déjà comment vous pouvez spécifier les constantes et les pseudo-instructions. Donc, X1 et c'est la constante 837. On va regarder avec vous, on va tout de suite regarder pour pouvoir compiler notre code, comment assembler notre code. Il faut préalablement sauvegarder le code. Donc, et maintenant, après cette opération, vous voyez que vous avez la possibilité de faire Assemble. C'est le bouton Assemble devient disponible. Donc, ici, si je clique Assemble, comme vous pouvez voir, si mon code maintenant est traduit en code, en langage d'assemblage et le code binaire. Ça, c'est l'outil assembleur qui effectue son travail. Et regardez, qu'est-ce qui se passe. On voit dans la première sous-fenêtre le résultat de l'assemblage. Comme on peut voir dans la sous-fenêtre en bas, il n'y a pas de problème. Le code a été compilé correctement et le code machine a été généré. Les adresses, la colonne adresse vous spécifie c'est dans quelle zone mémoire notre code est placé. Dans l'architecture RISC-V, la zone mémoire dédiée pour le code utilisateur exécutable commence à partir de l'adresse en hexadécimal 004, ça, c'est dans la colonne code, vous avez le code machine. Ce code est présenté en hexadécimal. Par la suite, vous avez la colonne basic. Ça, c'est les instructions de base, les instructions physiquement comme implémentées sur le matériel. Et comme vous pouvez voir, notre pseudo-instruction qui se trouve dans la colonne source, load immédiate, a été traduit par l'outil assembleur en vraie instruction. Ça, c'est add immédiate x0 constante exprimée sur 12 bits et le résultat est placé encore dans x0. Donc, on a pu écrire comme ça, mais load immédiate, comme vous voyez, ça facilite la compréhension de notre instruction. Je vous suggère, lorsque vous écrivez les programmes en langage d'assemblage, d'écrire un petit bout de code, assembler, vérifier si ça marche et de manière incrémentale, ajouter votre code. Le premier TP, ça va être affiché la semaine prochaine. Donc, chaque fois, vous devez comme écrire un petit bout de code, comment tracer squelette initial de votre programme, mettez quelques lignes, par la suite compiler, vérifier, ajouter le prochain bout et comme ça continuer. Vous avez ici sur cette fenêtre segment data. Ça, c'est notre encore zone mémoire. Donc, lorsqu'on fait la compilation, notre outil nous offre la possibilité de voir tout ce qui caractérise l'état de la machine, contenu de la mémoire, contenu des registres. Ça, c'est le segment data. Ça, c'est la zone de mémoire qui est utilisée pour l'allocation statique, les variables globales. Tout ce qui est connu à l'étape de compilation est alloué dans cette zone. On peut quand même afficher, comme vous voyez ici, il y a le menu de déroulante qui permet de
de spécifier les zones mémoire que vous voulez observer. Heap, c'est la zone mémoire qui est utilisée pour l'allocation dynamique. Dans les langages de programmation de haut niveau, lorsque vous utilisez les opérateurs new en Java, c'est dans cette zone que l'allocation des objets va être effectuée. Ici, il y a aussi, ça c'est... on peut observer la pile d'exécution. La pile d'exécution est gérée par le registre spécial SP Stack Pointer. Et pointeur de pile contient l'adresse du sommet de la pile. Et ici, comme vous voyez, lorsqu'on choisit Current SP, donc on peut observer la pile d'exécution. On verra à quoi ça sert, je vais vous rappeler, mais pile d'exécution, en gros, cette zone mémoire est utilisée pour effectuer les appels de fonctions. Donc, on sauvegarde les variables locales des fonctions et toute l'information reliée à l'exécution des fonctions. Ça, c'est la fonctionnalité principale. Dans le simulateur, on peut exécuter nos programmes. Comme vous voyez, il y a le bouton avec le triangle, Run the current program. On peut exécuter pas à pas. C'est très pratique pour le debug. Présentement, c'est ça, nous avons une seule instruction. Observons comment fonctionne. C'est en fait, on charge la constante 837 dans le registre X1. Regardons notre registre X1. Ah oui. Si vous regardez le code de machine, c'est ça, registre, le numéro 1 est assigné. Ça, c'est les adresses de registre. Et ça, c'est leur nom symbolique. Donc, registre 0 porte le nom symbolique 0. Nous utilisons X1. C'est ça, notre registre. Son nom symbolique, c'est RA. Pour l'instant, notre registre contient la valeur 0. Donc, notre instruction va modifier le contenu de ce registre. Donc, on clique et comme vous voyez, c'est bel et bien la constante en hexadécimal 3, 4, 5 est chargée, ce qui correspond à la valeur 837 en base 10. Il est 10h23, on va faire une pause. Nous avons chargé le 837 dans le registre X1. Maintenant, on va ajouter à cette valeur la prochaine constante. Donc, on peut utiliser l'instruction add immédiate. L'opérande est chargé dans le registre X1. Donc, on va accumuler le résultat aussi dans le registre X1. Donc, l'opérand de destination, l'opérand source, c'est aussi X1 et la constante qu'on veut ajouter, c'est 1632. Donc, les deux premières valeurs sont additionnées. Maintenant, on va faire la soustraction. On va utiliser add immédiate. Encore une fois, X1 est utilisé comme opérand source et de destination et l'addition, on va faire avec la constante moins 5, 5. On peut vérifier notre code, donc on compile pour voir si pas d'erreur, mais ce que je veux vous montrer, c'est le code qui est généré. La traduction du code source en code avec le jeu d'instructions de base. Et regardez surtout ça, comment la constante moins 105 est représentée dans le code machine.
Ça, c'est complément 2. Donc, FFF, ça, c'est les 1. Et la représentation est effectuée sur, c'est ça, c'est 12 bits. Si on regarde, ça, c'est un chiffre, ça, c'est 8 bits, 8 bits, 8 bits et 8 bits. Donc, on a 1, 2, 3, 4. 4, ça, c'est 32 bits. Un entier est représenté sur 32 bits, mais la constante dans le code machine est encodée sur 12 bits, mais par la suite, la machine fait l'extension signée pour transformer cette constante de 12 bits en une valeur signée exprimée sur 32 bits. Et par la suite, les opérandes dans le registre sont sauvegardés aussi sur 32 bits pour avoir la même taille d'opérande. On continue notre exemple. Moins 105 est additionné. Et par la suite, add immédiate x1, x1 et 210. Et finalement, x1, x1 et 626. Maintenant, si on exécute le code, le résultat est affiché dans le registre RA. C'est le registre avec l'adresse 1 et c'est la valeur, c'est le résultat, c'est en base X, en base 16, pardon, c'est 1, 3, 8, 8. On verra avec vous qu'on peut utiliser, on peut afficher les résultats sur l'écran, on peut utiliser les dispositifs d'entrée-sortie et la communication avec nous sera effectuée en base 10, mais le contenu interne reste toujours en binaire et la base 16 qui est utilisée comme raccourci. Donc, je reviens à la présentation. Donc, on a fait le calcul. Ça, c'est le code. Et comme vous avez déjà remarqué, le registre X1 accumule les résultats intermédiaires. On peut, ça c'est les deux exercices, calculer X2 qui est égal à 500 moins X1, calculer X3, c'est X2 plus 100 moins 150 moins X1. Ici, on peut utiliser, pour le premier exercice, on peut utiliser l'opération SAB. Pour le deuxième calcul, on peut utiliser l'ensemble d'instructions add et SAB. Mais je vais vous montrer plutôt le code déjà fait. Le deuxième exercice, comme vous voyez, x2 égale 500 moins x1. On va charger dans le registre x2 la constante 500. Par la suite, on va utiliser l'instruction SAB qui va soustraire la valeur stockée dans x2 et la soustraction, la différence est recherchée avec le contenu du registre x1 avec le résultat sauvegardé dans x2. Pour le deuxième exercice, troisième exercice, x3 égale x2 plus 100 moins 150 moins x1. On peut utiliser, donc l'ordre de calcul doit être respecté. Donc on va calculer d'abord, on va faire le calcul en parenthèse. On va utiliser le registre X5 pour calculer la différence de 150 et X1. Load immédiate est utilisé pour charger dans X5 la constante 150. Par la suite, SAB est utilisé pour faire le calcul.
dans les parenthèses, puis on calcule x3 égale x2 plus 100 moins x5. x3, on charge le résultat de calcul x2 plus 100 et par la suite, on utilise SAB pour soustraire le résultat du calcul précédent avec la valeur sauvegardée dans x5 en mettant le résultat dans x3. Les autres pseudo-instructions arithmétiques, je souligne pseudo-instructions vont nous permettre de rendre le code plus lisible et plus compact. Ils ne sont pas des vraies instructions. L'instruction neg, RD, RS1, negate, range dans RD le complément de RS1. Donc, c'est négation complément. Si on regarde, c'est quand même, on va comme regarder le comportement de cette instruction. En fait, c'est le changement du signe. Cette instruction neg, pseudo-instruction, est remplacée par l'outil assembleur par la vraie instruction SAB, qui fait la soustraction de la valeur 0, le contenu du registre RS1 en chargeant le résultat dans le registre RD. Ce qui nous donne, c'est ça, l'effet de changer le signe. Move RD-RS1 permet de transférer le contenu du registre RS1 dans le registre RD. En fait, cette instruction, pseudo-instruction, est remplacée par assembleur par la vraie instruction add, où on additionne le contenu de RS1 avec la valeur 0 et en rangeant le résultat dans RD. Move permet de plus facilement comprendre qu'est-ce que fait cette instruction. C'est pour cette raison seulement que cette pseudo-instruction est introduite. No operation ne fait rien. Cette pseudo-instruction est remplacée par l'instruction add, 0 avec 0 et rangée dans le registre 0. Ça veut dire que on peut pas faire aucune action avec le registre 0. C'est hard comme connecté au courant qui modélise la valeur 0, mais ça permet de retarder certains comme instruction qui suit cette instruction. Parfois est utilisée par le compilateur lorsqu'on utilise la microarchitecture pipelinée. Il y a la dépendance entre les instructions. Les détails de ça, vous verrez dans le cours 4170. Non aussi, parfois, on injecte, mais lorsqu'on veut comme dynamiquement de modifier notre programme, ça c'est plutôt comme pour les hackers ou quelque chose comme parce que normalement, NOP fait rien, donc c'est pas quelque chose comme utile, on pense, mais pour comme j'ai déjà dit, pour gérer les conflits potentiels entre les instructions qui doivent être exécutées en parallèle sur le matériel, le compilateur est obligé parfois de retarder l'exécution, et ça, c'est indispensable dans ce contexte, cette instruction. Mais dans les autres contextes, c'est vraiment comme pour faire quelque chose non attendu au niveau de programme. Oui. En instant, je n'ai pas compris. MVRD. Reprenez la question parce que Par exemple,
On souhaite la valeur de RS1 dans RD. Oui, Est-ce que RS1 après ça gagne sa valeur? oui. Mais Oui. c'est quoi la différence entre MV et C'est RD, registre de destination le résultat qui va, comme le contenu de ce registre va être écrasé. Mais RS1 va préserver la valeur qui a été comme avant cette opération. c'est quoi la différence entre MV? Move, ici, MV charge le contenu de registre dans le registre de destination. Load immédiate, LI, charge une constante comme contenu du registre. La prochaine instruction, ça c'est l'instruction machine de base. Load upper immediate. Nous avons vu que la pseudo-instruction load immédiate, avec la version add immédiate implémentée, permet d'initialiser seulement 12 bits des registres. Comment on peut initialiser les autres bits restantes? Le jeu d'instructions nous offre l'instruction load upper immediate, LOI, RD immédiate. C'est une instruction de type U. Ça, c'est, nous avons vu avec vous type R, type I, et maintenant c'est le troisième type U qu'on ajoute au format U. U, ça c'est upper. Qu'est-ce que, comment fonctionne cette opération? On range dans le registre RD qui est spécifié dans l'instruction la valeur immédiate décalée de 12 bits. Ça veut dire qu'on range 12 bits dans la partie haute du registre. Ce qui va nous donner comme décalage, c'est ça, c'est comme vous pouvez voir ici, décalé de 12 bits. Mais ça, c'est le calcul qui, je crois, que complique la compréhension. C'est vraiment comme penser qu'au lieu de charger dans 12 bits les moins significatives, la constante est chargée comme dans la partie haute. Ça veut dire que les 12 bits vont rester à 0 et c'est la partie comme au-delà de 12 bits. Je vais vous dessiner plutôt ici. Ça veut dire que ici, décalé de 12 bits, ça veut dire que les 12 bits ici seront à 0. Et par la suite, la constante de 12 bits va être chargée ici. Ça, c'est mon immédiat. Comme vous voyez, ça, c'est le registre qui est composé de 64 bits. Et comme vous voyez ici, c'est ça, c'est la partie RD 6312. Ça va être tout le reste, ça va être étendu de manière signée. Donc, ça va être comme 273 du bit 63, ça c'est le dernier bit ici, jusqu'au bit 12. Cet espace dans le registre va être utilisé pour la représentation de la constante. Les bits, donc il y aura une extension signée pour former la représentation correcte. Et les 12 bits les moins significatifs vont rester à 0 lorsqu'on exécute cette opération.
L'exemple, load upper immediate x11. Donc, cette constante va être chargée. Ça, c'est dans cette partie. Load upper immediate x22. Charge 8192. Ici, on interprète, ça veut dire que, imaginez plutôt comme, qu'est-ce qui se passe. 12 bits vont, ça c'est les zéros. Par la suite, la constante 1, ça va nous charger ça. Si on convertit la valeur, ça c'est le poids 11, ça c'est le poids 12 en binaire. Ça veut dire que c'est 1 multiplié par 12 exposantes 12, ça nous donne la valeur 4096. Et si on convertit en base 10. Ici, c'est 2, ça va nous donner plutôt comme 2, ça va être 1, 0, la représentation binaire. Donc ici, ça c'est 12, ça veut dire que c'est le bit 13 qui vaut 1, tout le reste est 0, ce qui va nous donner 2 exposants 13, ce qui nous donne la valeur 8192 en base 10. L'autre immédiate, pseudo-instruction, c'est la seconde forme. Encore une fois, c'est la même syntaxe pour pseudo-instruction. Mais comme j'ai déjà dit ici, la constante dans cette pseudo-instruction est codée et peut être exprimée sur 12 bits. Dans ce cas, ça va être add immédiate directement qui va être utilisé pour traduire cette pseudo-instruction en vraie instruction. Lorsque la constante spécifiée dépasse 12 bits, dans ce cas, l'assembleur va plutôt combiner les deux instructions de base pour exprimer cette pseudo-instruction, load upper immediate et add immediate. Voici l'illustration. Load immédiate x1 4100. Donc, nous avons vu que sur 12 bits, en valeur signée, la plus grande valeur, c'est 2047. Donc, la constante en base 10, 4100 dépasse la valeur 2047. Ça veut dire que ne peut pas être exprimée sur 12 bits. Et comme conséquence, notre outil assembleur va remplacer cette pseudo-instruction par les vraies instructions load upper immediate x11 et add immediate x1, x1, 4 pour former notre constante. Donc, j'ai eu la question, est-ce que c'est mieux d'utiliser dans le code les instructions de base? Non, parce que comme vous voyez, il faut vraiment faire le calcul par vous-même. Pour vous, c'est mieux d'utiliser dans vos programmes les pseudo-instructions load immediate, that's it, sans s'occuper qu'est-ce que notre assembleur, comment on va implémenter. Mais vous devez quand même de savoir que load immediate, ce n'est pas la vraie instruction, c'est une pseudo-instruction. Le deuxième exemple, load immediate x2 3000 en base 10. Encore une fois, 3000 dépasse 2047. Ça veut dire que encore assembleur va jouer sur les deux instructions load upper immediate et add immediate pour faire le calcul. Comme vous pouvez voir, c'est le calcul un petit peu quand même truqué. Donc, chaque fois, il faut choisir quelle valeur doit être, quel calcul doit être effectué pour représenter correctement avec ces deux instructions, l'instruction load immédiate. Les exercices load upper immediate x3 4096.
Nous avons déjà vu que 4096 c'est ici. Ça suffit de charger 1 avec l'eau upper immédiate. Ça, c'est la réponse pour ça. Comment on peut traduire cette instruction? L'eau immédiate X3 chargé 4096, ça suffit d'utiliser l'eau upper immédiate X3 1. C'est là. Sa position, le bit 12 à 1, ce qui correspond à la valeur 4096. Pour 2048, c'est ça, c'est quand même, il faut faire la soustraction. C'est du genre comme ça, c'est positionner 1 et par la suite, il faut calculer, c'est de chercher la constante, c'est 4096. Excusez. Ça veut dire que ici, c'est 4096 moins. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est ça, c'est moins 2048. Ça nous donne 2048. Ça veut dire que ici, on va remplacer ça par load upper immédiate X4 1. On a chargé 4096 dans X4 et par la suite, on va soustraire de 4000. Mais quand même, 2048, on ne peut pas représenter sur 12 bits. C'est 2047 qu'on peut représenter comme constante. Donc, on peut ajouter il existe plusieurs méthodes. On peut essayer plutôt de mettre 2. Dans ce cas, il faut... mais encore une fois, on ne peut pas ajouter. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Plutôt A d'immédiate X4. On va exprimer sur 3. X4 et 2047 moins 2047, mais X4 ici, virgule. Ça veut dire qu'on a soustrait 2047 et il nous reste à soustraire 1. Donc, c'est la deuxième instruction. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec vous? On va expérimenter ça maintenant dans le logiciel et on va voir qu'est-ce que notre assembleur va nous générer comme réponse pour cette question. Donc, ici, c'est X4 moins 1. L'autre immédiate X4 2048. L'autre immédiate X4 2048. Donc, si on fait un symbole, comme vous voyez ici, l'autre upper immédiate X4 1 et A d'immédiate
Et ici, c'est la valeur négative plutôt qui a été ajoutée. Donc, nous avons utilisé une instruction de plus et ici, c'est la version plus optimale. Donc, il faut jouer avec une constante pour la deuxième instruction. Oui. On n'avait pas pu faire l'autre buffer immédiat 1 dans x4, puis ensuite faire add immédiat x4 moins 2048 pour faire que ça va de moins 2048 à 2040. Oui, ça veut dire que c'est ça, c'est ce qui a été fait ici. C'est moins 2048 qui a été utilisé parce que regardez, si on regarde, c'est la représentation FFFF800, je crois que c'est exactement cette constante que vous avez proposée. Donc, c'est beau. Vous avez compris le principe, ce qui est important. Maintenant, on passe à la prochaine diapositive. Tous les registres possèdent le registre PC, compteur ordinal, program counter. C'est un registre très, très important qui contient toujours l'adresse de l'instruction en cours d'exécution. Ce registre n'est pas accessible directement par programmation, mais indirectement, ce registre peut être changé en utilisant les instructions de contrôle. On peut quand même modifier ce registre, le contenu de ce registre aussi en utilisant une instruction du jeu d'instructions RISC 5. Ça, c'est AUIPC RD offset. C'est une instruction de type upper U. L'instruction add upper immediate to program count. Donc, A, c'est add, additionner. U, c'est upper, la partie haute du registre, I immédiate et par la suite PC. Donc, offset pour cette instruction, c'est le déplacement qui est spécifié comme constante, qui est placé encore une fois dans la partie qui commence à partir de bit 12, dans la partie haute du registre PC, c'est-à-dire que nous avons 12 zéros. Offset exprime une constante sur 20 bits signés, 5 chiffres en base 16. Si on veut avoir la valeur du registre PC, on peut utiliser immédiate est égal à 0 pour obtenir la valeur. Maintenant, on va parler de débordement. J'ai déjà indiqué que lorsqu'on fait le calcul, on travaille sur le nombre fini des bits et ça nous comme limite dans nos calculs. Et il se peut que le résultat d'une opération tombe dans l'intervalle qui est hors domaine. Le domaine est fini et avec 8 bits, par exemple, non signés, on peut représenter les valeurs de 0 jusqu'à 255. Ça veut dire que la valeur, comme ici spécifié 300 ou 256, n'est pas codable sur 8 bits. Avec les valeurs signées sur 8 bits, on peut représenter les valeurs de moins 128 jusqu'au 127. Et le calcul 127 plus 2 va nous donner la valeur 129 qui va être exprimée en binaire comme valeur avec le bit 1 le plus significatif, qui va être interprété avec la convention signée comme un nombre négatif. Ça veut dire que ces 129 n'est pas codable sur 8 bits.
qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un débordement? Lorsqu'il y a le débordement, le résultat n'est pas correct. L'exemple, 200 est encodé par la chaîne sur 8 bits suivante. Ça veut dire que si on utilise l'interprétation de cette chaîne selon la convention complément 2, on peut constater que déjà 200 n'est pas représentable en complément 2 sur 8 bits parce que le bit le plus significatif de cette valeur positive vaut 1. Ce nombre est négatif. Selon l'interprétation complément 2, convention signée, le nombre 100 est interprété comme valeur positive et le résultat, comme vous voyez, nous donne le résultat positif. Ça veut dire que nous avons le débordement. 127 plus 2 aussi va générer le débordement. Négation, l'opération, ça c'est pseudo-instruction, je vous rappelle, qui permet de changer le signe. Est-ce qu'on peut, cette opération, cette pseudo-instruction peut générer un débordement? Oui, parce que, comme j'ai expliqué ici aux étudiants, sur 8 bits, on peut représenter les valeurs positives de 0 jusqu'au 2047. Et pour les valeurs négatives, c'est moins 2048 de 0. Comme vous pouvez voir, en complément 2, nous avons une seule représentation de 0 et les intervalles, sous-intervalles ne sont pas symétriques. Il y a une valeur de moins que dans cette partie. C'est pour cette raison, moins 2048 ne possède pas son complément de l'autre côté. Tandis que toutes les valeurs dans le sous-intervalle positif possèdent les compléments dans l'autre côté. Donc, neg peut générer pour cette valeur extrême un débordement. Il n'y a pas de complément de la valeur moins 2048. Comment on gère des débordements? C'est normalement le processeur détecte les débordements et préserve souvent ces débordements dans le registre de statut spécial. Par contre, les compilateurs des langages de haut niveau ignorent cette information dans la plupart des langages de programmation et la tâche sur le débordement est déléguée aux programmeurs. Vous avez déjà vu, si on déclare en Java une variable, par exemple de type int, mais le résultat de votre calcul dépasse 32 bits, vous allez avoir le résultat, mais sauf que le résultat pourrait être comme incorrect. C'est à vous de voir quel type de variable vous devez déclarer si vous faites le calcul. Donc, si vous pensez que int standard n'est pas suffisant pour garder les résultats de vos calculs, vous devez déclarer long int. Si ce n'est pas suffisant, vous passez avec les représentations flottantes, float, double. Mais encore une fois, il faut être conscient qu'avec float et double, on perd la précision. Donc, c'est encore, il faut prendre ça en considération. Et Python, par exemple, inclut dans le langage la gestion des entiers longs, donc il n'y a pas de perte de précision. Ça veut dire que probablement pour les applications de business, c'est plus intéressant de travailler avec le langage Python qui intègre ce support plutôt qu'avec les autres langages où il faut utiliser les bibliothèques standards qui font ce support. Donc, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération lorsque vous travaillez sur des applications. Et ça, c'est l'étape de conception. Vous devez évaluer vos besoins et de tracer bien les technologies que vous devez utiliser, choisir les langages, mais pas commencer tout de suite à coder. Codage, c'est vraiment, ça vient
beaucoup plus tard dans le cycle de développement. Pour les choses simples, oui, on peut faire ça, mais on apprend toutes ces matières pour travailler sur les projets complexes. Donc, nous, au niveau de la programmation en langage d'assemblage, on peut détecter les débordements. On doit être conscient que ça existe. Le matériel, quand même, aussi préserve cette information et par la suite délègue la tâche d'utiliser cette information ou non aux autres niveaux dans l'abstraction. Ça, c'est l'exemple d'une erreur due au débordement. C'est 4 juin 1996. C'est le vol d'Ariane 5. Après, comme le décollage, la fusée s'autodétruit parce que les programmeurs, et ça, n'ont pas géré comme le cas de débordement. Dans le système de guidage, c'est un entier de 16 bits qui a été comme utilisé. Et 16 bits étaient insuffisants, ce qui a débordé du système de guidage. Et lorsque le système de guidage plante, l'information de débogage est mise. Donc, comme vous voyez ici, le mode de débug était active, ce qui est comme quelque chose d'inexplicable. Donc, et ordinateur de bord interprète l'information de débug comme des données de guidage et l'ordinateur ordonne une correction de trajectoire et la fusée s'écarte brutalement du plan de vol et tout est détruit. Millions de dollars s'envolent. Et ce n'est pas un seul cas. Il y a eu aussi les problèmes de missiles avec la guerre en Irak. Les Américains ont lancé une fusée qui est tombée presque sur eux-mêmes. Donc, c'est encore la question de débordement et le fait que certains comme fractions en base 10 finies ne sont pas représentables de manière exacte en base 2 et l'erreur de calcul s'accumule. Donc, il faut vraiment comme bien gérer ces situations. Voilà. Non signé, est-ce qu'en représentation non signée, on a des débordements? Oui, lorsque notre nombre n'est pas représentable. Mais ici, c'est plus facile. On regarde si le résultat de destination contient une valeur qui est plus petite que la valeur l'un des ressorts d'opérande, c'est sûr et certain que le résultat a dépassé la capacité. En signé, comme j'ai déjà dit, si les deux opérandes ont du même signe et le résultat est du signe opposé, on détecte le débordement. Jamais de débordement lorsque les opérandes sont de signes différents. Dans l'architecture RISC-V, il n'y a pas de gestion dédiée pour les débordements d'entiers. Ça veut dire que quand même cette information peut être détectée et préservée, mais rien de plus. Dans l'architecture x86 et dans le processeur ARM, un registre spécial contient 4 bits nommés N, OS, Z, V et C. Et ces flags sont positionnés en fonction des résultats de calcul. N est égal à 1 si le dernier résultat est strictement négatif ou signé. 0 sinon, Z est égal à 1 si le dernier résultat vaut 0. V
ça c'est overflow, débordement, vaut 1 si le dernier résultat a débordé, 0 sinon C, ça c'est carry. C'est la dernière retenue qui est générée au-delà du nombre de chiffres de bits utilisés pour la représentation. Encore une fois, si carry retenue est là, donc ce bit vaut 1, sinon 0. L'architecture RV32 versus RV64, donc risque 5, 32 versus risque 5, 64. La taille de registre dépend de l'architecture. Donc, les résultats de calcul dans l'architecture risque 5, 32, addition peut déborder. En risque 5, 64 ne peut pas déborder. Les instructions, la même instruction machine dont des résultats différents dans ces deux architectures. Source de bugs subtile, mais donc c'est plutôt comme on doit être conscient qu'il se peut qu'il y a des débordements et qu'en fonction du nombre de bits qu'on utilise dans les différentes architectures, on pourrait avoir les résultats différents des opérations arithmétiques. Et le résumé, pour terminer ce sujet, on peut faire le calcul en binaire hexadécimal, représentation entier non signé, entier signé en complément à 2. Donc, il faut être conscient qu'il existe le débordement. Toute l'information est représentée en binaire. Les bits sont formés comme un paquet, sont groupés en paquets, un octet 8 bits. On peut aussi manipuler l'information par des paquets en demi-mots, mots, double-mots. Et nous avons vu avec vous les premières instructions du jeu d'instructions risque 5 pour faire les calculs. Add immediate, sub, load upper immediate, add upper immediate PC et pseudo-instruction load immediate, move, neg, nop. L'information est représentable en paquet de bits. L'interprétation de ces paquets dépend du contexte du lecteur. Et si on décode les deux octets CAFE, cette information binaire, si on sait que ces bits représentent un entier avec la convention non signée, dans ce cas, on interpréterait cette information comme un nombre 51 966. Si ces 16 bits encodent un nombre avec la convention signée, dans ce cas, on interpréterait cette valeur comme moins 13 570. Si cette chaîne encode deux nombres entiers de 8 bits non signés, donc on va décoder ces nombres et ça va nous donner 202 et 254. Si cette chaîne encode les deux nombres entiers en convention signée, ça va nous donner le résultat moins 54 et moins 2. Donc, vous devez comprendre que on voit que des bits et le sens, quelle information est encodée dépend comment on interprète, du contexte d'interprétation. En fait, je vais terminer tout ça au complet. Opération logique bit à bit, les opérations existent dans le jeu d'instructions. Ça, c'est not, and, or, XOR. Décalage, c'est encore opération bit à bit. SLL, ça c'est shift logical left, décalage à gauche. SRL, shift right logical, c'est décalage à gauche logique. SRA, shift right arithmetic, ça c'est décalage à droite arithmétique. Les opérations, les instructions de multiplication en division, mul, diff, reminder, reste de la division. Comparaison, branch equal, branch less than, set less than. On verra les détails sur ces instructions.
Les autres codages, il n'y a pas que les nombres entiers dans la vie, donc toutes sortes d'informations étant codées en binaire. Les instructions machines sont aussi placées en mémoire et sont encodées en binaire. Dans l'architecture RISC-V, chaque instruction est codée sur 32 bits, 4 octets. L'extension C, Compressed Instruction, utilise l'encodage sur 16 bits. Pour les nombres à virgule flottante, l'encodage binaire est utilisé. Ça nous permet d'exprimer seulement des approximations des nombres réels. Et l'encodage flottant est utilisé pour les types float et double en Java, simple précision et double précision, et aussi C++. On verra plus tard tout ça. Autre codage, les données arbitraires sont encodées en binaire de différentes manières. On programme nos propres représentations pour présenter tableau, structure, objet. Donc, encore une fois, l'exemple, si on décode 4 octets, si il s'agit de nombres entiers sur 32 bits, ça va nous donner cette valeur. Si cette chaîne encode une chaîne de caractères, dans ce cas, ça va nous donner les deux caractères, 0 et carré. Si 4 octets encodent une instruction dans le jeu d'instructions RISC-V, ça va nous donner le code machine correspondant à l'instruction store byte X3, 0, X2. Donc, on verra encore tout ça plus tard. Maintenant, il est 11h23. On va faire une autre pause de 10 minutes.